Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau numéro du 7-8 l'hebdo. Pendant 26 minutes, nous allons faire un tour d'horizon de l'actualité de la semaine dans le département. Au sommaire de cette édition, dernier conseil d'agglomération avant les vacances. Les élus de Saint-Quentin-en-Yvelines ont débattu notamment sur les lignes ski-bus. La thématique des transports abordée aussi dans le cadre du projet de territoire, le récit de la soirée dans cette édition. Une nouvelle dynamique pour la fusion Yvelines-Hauts-de-Seine. Les deux départements ont notamment annoncé ce jeudi la mutualisation des services de gestion des collèges. Nous avons fait un point sur le rapprochement entre les deux collectivités avec Pierre Bédier. Entretien à suivre. Enfin, dans le reste de l'actualité, nous reviendrons sur l'installation des panneaux pour la limitation à 80 km/h, puis sur le lancement des soldes d'été. On commence avec la météo estivale de ce week-end. Les maximales dépasseront les 30 degrés sur toutes les communes de Saint-Quentin-en-Yvelines. Les températures seront au-dessus des 20 degrés durant la nuit de samedi à dimanche. Avec cette vague de chaleur, pensez à vous hydrater régulièrement, à rester vigilant par rapport aux personnes vulnérables et à maintenir votre maison au frais en gardant vos volets fermés. Un incendie s'est déclaré à 6h30 ce vendredi matin dans une entreprise à Plaisir, une société spécialisée dans la production de pièces aéronautiques. 3500 m² ont été enflammés sur un total de 7000 m². 127 policiers et 35 véhicules ont été mobilisés pour éteindre les flammes. Les employés de l'industrie ont été évacués et les élèves des écoles alentours ont été confinés. Écoutez le lieutenant-colonel Benoît Légier, il était au micro de Nicolas Kirilovitz. C'est une industrie qui procède à des traitements métaux et de peinture. La partie concernée est un atelier de peinture qui a brûlé. Donc en termes de risque, tout risque a été écarté, que ce soit en termes de pollution atmosphérique ou que ce soit en termes de pollution des eaux, vu que le site est équipé d'un bassin de rétention. Donc là, on est simplement en train de sécuriser maintenant l'établissement afin que l'activité puisse reprendre dans les meilleurs délais. Une partie du bâtiment a été préservée par notre action, donc une partie pourra être encore utilisée. Pour l'autre partie, effectivement, des travaux importants seront nécessaires pour une reprise de l'activité. Les élus saint-quentinois se sont réunis ce jeudi soir pour la dernière fois avant les congés estivaux. Au programme de la discussion, le projet de territoire, le budget et les transports. Résumé des échanges avec Wilfried Richy et Michael Elmidoro. Des débats autour de la question des transports, notamment lors de ce dernier conseil d'agglomération avant les vacances. La délibération portant sur le projet de renfort de plusieurs lignes d'autocars a été l'occasion d'aborder la stratégie globale de couverture du territoire, avec des points de vue différents sur les lignes les moins fréquentées. L'appréciation de l'organisation des transports, depuis longtemps, est faite de manière trop technocratique par la région, que ce soit Île-de-France Mobilité ou avant le STIF, peu importe, par l'autorité responsable des transports. Une autorité organisatrice de transport, elle doit se préoccuper de la desserte de tous les quartiers partout. Et quand il y a une faible fréquentation d'une ligne qui existe, elle existe, on doit s'en préoccuper. Quand il y a 10 fois plus de personnes sur un site, bah oui, et qu'il y a moins de 30 personnes sur un autre trajet, oui, on diminue le nombre de passages sur le site où il y a 30 personnes et on va l'augmenter par jour, vous imaginez, et on l'augmente bien sûr sur là où il y a plus de 1000 personnes, bien sûr. Pour donner plus un espace où il y a plus d'activité, bah oui, il faut en enlever ailleurs parce qu'aujourd'hui on n'a pas, on doit travailler à l'intérieur d'un cercle fermé financièrement. On a pu, c'est plus la grande époque, hein. Concrètement, dès le mois de septembre, 7 courses par jour seront ajoutées sur la ligne 475, 6 pour la ligne 3912. Plus globalement, la question des déplacements sera étudiée dans le cadre du projet de territoire, un projet en partie présenté lors de cette même séance et qui entend établir 2 priorités, emploi et économie de demain et dynamisation du cadre de vie. De ce conseil d'agglomération, l'on retiendra aussi que le déficit de l'île de loisirs recule grâce à une diversité des activités sur le site, moins 6% par rapport à 2016. Il s'établit à 836 000 € pris en charge par l'agglomération et le département. On a été élus pour diminuer la dette, pour équilibrer les comptes en même temps. Et en même temps, on peut améliorer la qualité de service. On peut toujours faire mieux avec moins. Une autre bonne nouvelle après l'annonce par Standard & Poor's de l'attribution de la note AA- à la gestion de Saint-Quentin-en-Yvelines. C'est l'acte 2 de coopération entre les Yvelines et les Hauts-de-Seine. Les deux présidents des collectivités, Patrick Devedjian et Pierre Bédier, ont annoncé ce jeudi à Nanterre la mutualisation de la gestion des collèges, ainsi que la mise en place d'un service interdépartemental de la commande publique. Une nouvelle dynamique dans la fusion des deux départements, c'est la thématique que nous avons abordée avec Pierre Bédier. Un entretien réalisé ce jeudi 28 juin. Regardez.
Pierre Bédier, bonjour. Je rappelle que vous êtes président du conseil départemental des Yvelines et vice-président de l'établissement public interdépartemental entre les Hauts-de-Seine et les Yvelines. Alors cette fusion entre les Hauts-de-Seine et les Yvelines se poursuit, notamment, vous l'avez annoncé ce jeudi 28 juin, l'unification des services de gestion des collèges. Alors comment ça va se faire concrètement et à partir de quand ? Comme pour les routes, puisqu'il y a un an, c'est la gestion des routes que nous avions mis en commun. Comme nous avons des principes de gestion similaires, eh bien progressivement, les équipes vont se rejoindre, donc avec des hiérarchies communes. Bien entendu, il n'y aura pas de fermeture de collège. Bien entendu, il n'y aura pas moins d'effectifs dans les collèges. C'est à l'administration centrale, ce qu'on appelle l'administration centrale, que la convergence se fera. Nous avons un peu plus de collégiens dans les Yvelines que dans les Hauts-de-Seine. Nous en avons 10 000 de plus. Mais nous pensons là aussi que le rassemblement de ces directions pourra nous permettre de faire mieux avec moins. C'est ça l'objectif, c'est réaliser des économies. Ça n'est pas que ça. J'ai bien dit de faire mieux avec moins. C'est-à-dire moins, ce sont les économies, mais mieux, c'est une qualité de service public supplémentaire. L'autre point dont vous avez parlé ce jeudi, c'est Activity, qui est un modèle pour les Hauts-de-Seine. Donc les Yvelines sont une source d'inspiration pour les Hauts-de-Seine, mais c'est aussi les Hauts-de-Seine qui sont une source d'inspiration pour les Yvelines, notamment pour ce pass pour les collégiens et favoriser le développement de la culture et de la pratique sportive, c'est ça ? Exactement. Dans ce rassemblement de nos deux départements, c'est bien entendu ce qu'on appelle, d'un terme un peu barbare, la rationalisation, mais c'est aussi de la stimulation. Comme on a des passés différents, des actions différentes, eh bien, les équipes confrontent pacifiquement, bien entendu, créativement, leurs expériences, et on essaye de prendre le meilleur, c'est le mieux dont je parlais tout à l'heure, avec le moins, on essaye de prendre des expériences des autres. Et c'est vrai que les Hauts-de-Seine sont en avance sur les Yvelines avec ce pass éducation adressé aux collégiens, et je pense que sa généralisation au territoire yvelinois sera une bonne chose pour les collégiens et pour leurs familles. Alors c'est un dispositif, vous l'avez dit, qu'on ne connaît pas dans les Yvelines. Concrètement, qu'est-ce que ça va changer pour les collégiens yvelinois ? Ils auront un pass qui représente une valeur de 80 € et qui leur permet d'aller au spectacle, d'aller adhérer à une association sportive. C'est donc une aide qui est apportée aux familles sous naturellement un certain nombre de conditions. Mais je pense que c'est aussi une façon d'aider à l'apprentissage de la vie. Ça fait un peu partie de nos missions. Je dis un peu parce que c'est vrai que c'est un des paradoxes. On nous confie les collèges, mais on ne nous confie pas tout à fait les collégiens. C'est pourquoi le département ne faisait pas ça, mais on a vu avec l'expérience alto-séquanaise que ça marchait, donc on a décidé de faire comme eux. Alors l'année dernière, vous souhaitiez créer une nouvelle collectivité issue de la fusion des deux départements. Le gouvernement ne vous a pas suivi sur ce dossier-là. En transférant plusieurs compétences départementales, je rappelle que vous êtes à 45% des compétences départementales unifiées. L'objectif pour vous et Patrick Devedjian, ce n'est pas aujourd'hui de rendre effective et concrète cette nouvelle collectivité en vidant en quelque sorte les compétences des deux départements séparés et en les unifiant toutes. Alors, d'abord, le gouvernement ne s'est pas opposé. Le gouvernement ne nous a pas répondu. Donc, il n'y mot consent, d'une certaine façon. Alors, on sait qu'il ne nous répond pas parce qu'il n'a pas encore arrêté le périmètre de la métropole. Mais nous pensons que, puisqu'il y a un consensus de la gauche, de la droite et même des En Marche, dont on ne sait pas s'ils sont à gauche ou à droite, encore que j'ai ma petite idée, pour un périmètre élargi, il n'y a donc pas de problème de fusion. C'est vrai que si on avait fait la petite métropole, la métropole Rikiki avec Paris et la petite couronne, comme nous on est en grande couronne et les Hauts-de-Seine en petite couronne, il y aurait un problème de frontière. Mais le gouvernement m'a l'air de comprendre qu'on ne peut pas, que depuis 1989, le mur est tombé et que reconstruire des murs artificiels n'est pas une bonne idée. Donc je pense qu'on devrait y arriver, mais il faut un peu de temps, bien entendu. Et nous, oui, nous considérons que, puisque nous améliorons la vie de nos concitoyens, puisque nous sommes avec l'État détenteurs de l'intérêt général, il nous faut avancer. Et c'est vrai qu'après, ça sera compliqué de distinguer l'un de l'autre. Quand vous avez cassé les œufs dans la poêle pour faire une omelette, c'est assez difficile de reconstituer les œufs après. Qu'est-ce que vous a dit Emmanuel Macron lors des échanges que vous avez pu avoir avec lui, lors de sa visite dans les Yvelines en février dernier ?
D'abord, je n'ai pas à vous dire le secret des conversations que je peux avoir avec le président de la République, mais ce que j'ai eu le sentiment de dire, je crois qu'il a entendu j'ai eu le sentiment qu'il avait entendu ce que je voulais lui dire, qu'il a sans doute compris combien c'était complexe et combien écouter des élus locaux qui ont l'expérience pouvait être utile, parce qu'il faut des hauts fonctionnaires, mais dans une démocratie décentralisée comme l'est la République française, il faut aussi savoir écouter les élus qui font tourner les machines au service de leurs concitoyens. Alors, je reformule ma question sans trahir évidemment le secret de votre conversation, mais quel regard il porte sur l'initiative que vous avez prise avec M. Devedjian sur cette fusion des départements? On n'a pas spécialement parlé de cette fusion puisqu'on a centré notre discours sur la métropole du Grand Paris, parce que je partage l'ambition du président de la République, comme je partageais celle d'un de ses prédécesseurs, Nicolas Sarkozy, qui a créé cette dynamique du Grand Paris. Il faut une grande métropole parisienne. Mais ensuite, nous divergeons sur la façon de la monter, sur son périmètre, sur son fonctionnement, sur ses compétences. Et là, croyez-moi, l'heure écart que nous avons passé ensemble n'était pas suffisante pour faire le tour de la question. Alors actuellement, vous avez 3 politiques publiques interdépartementales, l'entretien, l'exploitation des routes, l'adoption et l'archéologie préventive. Vous avez aussi un aménageur public commun, Citalios. Quel bilan vous faites déjà sur 2 ans de cette unification des politiques ? Alors d'abord, moi je suis surpris que ça soit allé aussi vite, parce que je trouve que les équipes se sont bien mêlées. Et assez rapidement. Et ensuite, nous atteignons nos objectifs en matière d'économie. Sur la voirie, par exemple, les dépenses d'entretien étaient de 40 millions, elles passent à 36. 10% d'économie, ça n'est pas rien. Et comme nous allons élargir, puisque c'est un des objectifs, d'avoir un service de commande publique, donc un service achat, si on était une entreprise, qui soit commun, nous allons continuer naturellement à faire des économies. Pierre Bédier, restez avec nous, on passe au résumé de l'actualité de la semaine. Près de 600 km de routes vont être limités à 80 km/h dans les Yvelines, une mesure qui rentre en vigueur ce dimanche 1er juillet. Dans le département, les équipes se sont préparées pour cette nouvelle mesure. Un reportage de Nicolas Kirillovitz. De 90 à 80 km/h, le changement s'opère seulement en quelques secondes pour ces agents de la voirie. Donc en fait, il faut juste dévisser au niveau des brides. Donc il y a 4 vis à desserrer et remettre 4 vis pour remettre le 80. Donc c'est assez rapide comme opération. Une opération rapide en bord de route. Il y a une dizaine de panneaux à changer dans ce secteur, 105 au total dans le département des Yvelines. D'ici le 1er juillet, près de 600 km de route passeront à 80 km/h. Une mesure pour la sécurité routière pour le gouvernement qui espère sauver 300 à 400 vies par an. Mais une mesure qui fait débat auprès de l'opinion dans la vallée de Chevreuse, connue pour ses routes accidentées, comme la départementale 906. L'abaissement de la vitesse est diversement accueilli par les habitants. Il y a des zones qui sont dangereuses, que 80 c'est très bien, et d'autres 90, bon effectivement... Maintenant, ça dépend du civisme. Chacun respecte ou ne respecte pas. Je crois que c'est une vraie mesure, c'est mathématique, ça ne se défend pas. D'accord. Donc, tout à fait pour. Pour Chevreuse et les alentours, oui, c'est bien. Mais moi, je pense que oui, c'est un peu quand même exagéré. C'est de la com et c'est pour nous pomper encore du fric, comme d'habitude. La crainte des amendes et des flashs, principaux arguments avancés par les opposants à cette réduction de la vitesse. Les gendarmes se veulent pourtant rassurants. Dans un premier temps, ils promettent d'être cléments avec les contrevenants. Ce que nous allons faire, c'est accompagner le changement de cette norme. Et je vais demander aux gendarmes de la sécurité routière des Yvelines de faire preuve de pédagogie pour expliquer les raisons de ce changement. Le 1er juillet et les jours qui suivront, nous serons sur les routes à réaliser des contrôles routiers, mais nous serons prioritairement axés sur le contrôle des grands excès de vitesse les plus dangereux. C'est bien ça notre mission. En 2017, dans les Yvelines, 48 personnes sont décédées sur les routes du département, 17 d'entre elles sur les axes concernés par la réforme.
Alors Pierre Bédier, comment vous vous êtes préparé, vous, à ce changement? Comment le département s'est préparé à ce changement avec l'arrivée des 80 km/h? Je n'ai jamais caché mon hostilité à cette mesure, dont l'utilité pour moi n'est pas fondée. Je vois bien le coût. Je vois bien les ennuis que ça va générer pour les automobilistes, et que les amendes sont une recette maintenant non négligeable pour l'État. Mais nous sommes républicains, donc les services voiries, communs d'ailleurs au département des Hauts-de-Seine et des Yvelines, font le nécessaire, et sur tous les tronçons visés, nous serons avec des panneaux 80 km/h. Vous avez travaillé avec la préfecture? Est-ce que vous êtes senti écouté par l'État? Si je vous répondais non, vous n'en seriez pas surpris, parce que c'est comme d'habitude. Un dernier point, il y a eu un bureau extraordinaire ce mardi 26 juillet, un bureau extraordinaire de l'Assemblée des départements de France qui souhaite prendre du recul par rapport à l'État. C'est un divorce entre les départements et l'État? Non, c'est plus compliqué. On a une mission spécifique, nous les départements, qui est la mission sociale. Nous exécutons pour le compte de l'État des missions sociales. Qu'il s'agisse du RSA, qu'il s'agisse de l'APA, qu'il s'agisse de l'allocation handicapée. Et chaque année, l'État nous rembourse un peu moins que ce qu'il nous remboursait l'année d'avant. Et en plus, souvent, il y a une augmentation du nombre d'allocataires. Donc on se retrouve avec un effet de ciseau absolument délirant. Que nous essayons de compenser tout en protestant. Et maintenant, l'État entend, ce que nous comprenons bien, limiter les hausses des dépenses des départements. Mais ce sont ces dépenses à lui qui sont dans nos comptes. Donc nous lui disons, retirez au moins ça, et puis quand même compensez-nous un peu, en particulier les mineurs non accompagnés. La question migratoire est quand même brûlante aujourd'hui en Europe et en France. On a ce problème des mineurs non accompagnés qui relève de la politique de l'État de par leur entrée sur le territoire, mais qui relève ensuite au titre de l'aide sociale à l'enfance des départements. Et ça, on ne nous le compense pas. Vous avez des départements, le département d'Indre-et-Loire, petit département certes, mais qui a pas de moins de droits que les autres départements. Les dépenses pour les mineurs non accompagnés sont désormais budgétairement supérieures aux dépenses en faveur des communes. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas une révolte des habitants à un moment donné? Donc nous tirons le signal d'alarme. La force des départements, c'est qu'on n'est pas éloigné de nos concitoyens. On sait ce qu'ils pensent, on sait ce qu'ils ressentent, on connaît leurs souffrances. Et donc nous tirons le signal d'alarme. Nous ne divorçons pas avec l'État, nous lui disons attention, casse-cou. Un sujet qu'il faudra donc suivre dans les prochains mois. Long sujet avec beaucoup d'épisodes et j'espère un happening, comme on dit en bon français. Pierre Bédier, merci et passez un bon week-end. Merci. Autre information concernant le président du conseil départemental des Yvelines, elle nous vient de nos confrères du Point. La Société du Grand Paris doit désigner son président du conseil de surveillance le 17 juillet prochain. Pierre Bédier serait candidat à ce poste. Il assure avoir le soutien de ses 7 homologues des départements franciliens, mais 4 d'entre eux assurent n'avoir signé aucun document accordant ce soutien. Le principal concerné se défend en précisant qu'il a eu un accord par téléphone. Les soldes d'été sont lancés depuis mercredi dans toute la France. Les commerçants accueillent les visiteurs venus profiter de cette première journée. Des réductions prévues jusqu'au 7 août prochain. À One Nation Paris, au Clé-sous-Bois, les premiers clients sont arrivés dès 8h, 2 heures avant l'ouverture officielle. Camille Lambert s'est glissée parmi eux. Reportage. Je vous en prie. À peine arrivé et déjà les premiers achats. Jamel est un habitué de cette enseigne. Il est venu dès 8h pour profiter des réductions. J'ai pris quelques articles, j'ai pas de budget spécialement, donc je viens ici, je choisis, je regarde ce qui me plaît et puis voilà. Pour ce magasin, les 2 premières semaines de solde représentent 30% du chiffre d'affaires de la saison. Un rendez-vous immanquable pour lequel les responsables se préparent. On a eu une préparation assez dense déjà depuis la semaine dernière. On a aussi augmenté énormément les équipes. On a quasiment doublé le staff sur la première semaine parce que c'est là que tout se joue. Sur un mercredi normal, on est 4 et là, on est 8. Ce week-end, on sera 11. Ces soldes sont les dernières à durer 6 semaines. Dès l'an prochain, elles seront à 4 semaines. À One Nation Paris, toutes les boutiques sont prêtes. Le centre commercial Outlet a ouvert ses portes 2 heures plus tôt pour accueillir les visiteurs.
Je suis venu hier soir et puis j'ai essayé ce que je voulais prendre et voilà, je suis venu tant qu'il n'y a pas trop de monde pour essayer de faire les achats rapidement. Si je tombe sur quelque chose qui me plaît, mais sinon j'attends toujours les milieux des soldes en général. Les 5 premiers jours de soldes, c'est 30% de trafic et de chiffre de la période des soldes d'été. Je sais que le budget est un petit peu moins fort en été parce que les pièces sont un petit peu plus fines, il n'y a pas les manteaux, etc. Mais on est sur des tickets de 250-350 €. Un panier au-dessus de la moyenne nationale. En 2017, les consommateurs avaient dépensé 200 €. Ils ont jusqu'au 7 août pour finaliser leurs achats. Pour l'été, One Nation Paris propose également de nombreuses activités. Après une semaine de fermeture pour cause de vidange, le centre aquatique du lac à Montigny-le-Bretonneux va effectuer sa réouverture ce samedi matin. L'occasion pendant cette pause de faire quelques changements de pièces dans la partie machinerie. En début d'année, la piscine avait été fermée durant 4 semaines pour d'importants travaux d'entretien, changement de sol et de murs, dans les sanitaires ou encore changement du contrôle d'accès. Des travaux qui ont coûté 400 000 €, un montant important mais nécessaire pour accueillir au mieux les utilisateurs. Écoutez cette interview de l'adjoint au sport. On a aujourd'hui un outil qui est bientôt à avoir 16 ans, ce qui est, bon, par rapport à l'état aujourd'hui de notre piscine, on est plutôt satisfait, mais ça veut dire que l'on passe aussi par un entretien permanent, à la fois extérieur, donc ce que voient nos utilisateurs, mais à la fois aussi au niveau interne, donc la partie je dirais que sous-marine que les gens ne voient pas forcément, mais qui est très importante, et je dirais même presque la plus importante. Depuis jeudi, le golf national de Saint-Quentin en Yvelines accueille la 102e édition de l'Open de France. L'occasion de voir s'affronter le numéro 2 mondial Justin Thomas, l'Espagnol Sergio Garcia ou le Français Alexander Levy. Le tenant du titre britannique Tommy Fleetwood va-t-il conserver son titre? La réponse ce dimanche en fin d'après-midi. Et nous sommes à moins de 100 jours du coup d'envoi de la Ryder Cup à Saint-Quentin en Yvelines. Pour acheminer les 250 000 supporters qui se rendront sur le golf national pendant la compétition, les organisateurs ont mis en place un plan transport avec des navettes et des parcs relais autour du site. Un dispositif présenté ce lundi soir aux habitants à l'école Mansart de Guyancourt, un reportage de Michael Elmidoro. Fermeture de rue, conditions de circulation, l'impact de la Ryder Cup sur le trafic et la vie des habitants en question ce lundi 25 juin à l'école Mansart de Guyancourt. Pour assurer, le comité d'organisation de l'épreuve était présent pour exposer le dispositif. Il y a bien entendu des inquiétudes puisque l'inconnu fait peur et tant qu'on n'est pas informé sur l'organisation d'un événement, on peut effectivement qu'avoir quelques appréhensions et c'est le but de ma présence ce soir dans cette réunion publique, d'apporter des réponses à toutes les questions posées par les riverains pour limiter les craintes, pour limiter les fantasmes et que chacun sache comment sera organisée la Ryder Cup et puisse en fonction prendre ses dispositions. Pour absorber un flux de 250 000 spectateurs du 25 au 30 septembre prochain, des navettes routières seront mises en place au départ de la gare de Saint-Quentin en Yvelines. 4 parcs relais seront également créés pour stationner à Versailles, Louveciennes, Orsay et Toussus-le-Noble pour le staff et les VIP. La Ryder Cup, ce n'est pas un événement classique car à la différence d'un match au Stade de France, les infrastructures actuelles du golf national ne sont pas taillées pour accueillir 60 000 spectateurs. À la différence d'un Stade de France qui a été conçu avec des infrastructures routières et de transport collectif adaptées, on doit là, de manière temporaire, créer un plan de transport qui permette d'acheminer tout le monde jusqu'au golf national. Après une heure de questions-réponses avec les organisateurs, premier verdict pour les 50 riverains présents dans la salle. Ça nous a permis au moins de savoir exactement comment l'événement allait se dérouler. Ça m'a plutôt rassuré parce que j'ai vu que le trafic routier devrait être bien maîtrisé. Dans les prochaines semaines, d'autres réunions d'information seront organisées à Saint-Quentin-en-Yvelines. Les détails complets sur la circulation pendant la Ryder Cup seront diffusés dans les magazines municipaux à la rentrée. Et avant de refermer cette édition, je vous rappelle la météo estivale de votre week-end. Les maximales dépasseront les 30 degrés sur toutes les communes de Saint-Quentin en Yvelines, avec des températures qui seront au-dessus des 20 degrés durant la nuit de samedi à dimanche. Pensez bien, avec cette vague de chaleur, à vous hydrater régulièrement, à rester vigilant par rapport aux personnes vulnérables et à maintenir votre maison au frais en gardant vos volets fermés. C'est la fin de ce 7-8 l'hebdo. Merci de nous avoir suivis. Pour revoir cette émission, rendez-vous sur le site internet ou sur l'application mobile TV78. Retour de l'information sur notre antenne lundi à 18h avec le 7-8 journal. Passez un excellent week-end.